Ημέν υπείων στρώτων, είδε παίζον, είδε νάων, φέσε πήγαν μέλαιναν, έμενε κάλιστον. Ημέν υπείων στρώτων, είδε παίζον, είδε νάων, φέσε πήγαν μέλαιναν, έμενε κάλιστον. Donc bonjour et bienvenue à l'Institut Émilie du Châtelet, mieux connu sous son sigle IEC et abrité au CNAM, le Conservatoire national des arts et métiers, qui est l'un des 4 musées français de l'éducation nationale. En son sein, le séminaire mensuel de recherche Sexe et genre souhaite instaurer un dialogue interdisciplinaire entre les sciences de la vie et les sciences humaines et sociales. La conversation est ici expérimentée entre des domaines scientifiques jugés si différents qu'ils sont enseignés dans des universités différentes. Cette interdisciplinarité, elle est délicate, elle est la particularité du séminaire, elle le rend singulier, je veux dire entre les sciences humaines et les sciences de la vie. Ce séminaire est co-organisé par l'Institut Émilie du Châtelet et le CNAM. L'Institut Émilie du Châtelet est une fédération de recherche dont l'objectif est le développement et la diffusion des recherches sur les femmes, le sexe et le genre. Il regroupe aujourd'hui 5 universités, Sorbonne Université, l'Université Paris-Ouest Nanterre, l'Université Paris-Est Créteil, l'Université Versailles-Saint-Quentin en Yvelines et le CNAM. Responsable du séminaire Joël Viels, qui est au milieu avec pour la génétique. Frédéric Pigère devant vous, pour la sociologie. Armel Dubois-Naït, qui est à sa droite, pour l'histoire des idées. Et moi-même, pour l'anthropologie biologique. Nous sommes heureuses de vous accueillir aujourd'hui dans cet amphithéâtre Savret-Perrot pour sa 166e séance. On a commencé en 2005. Donc, on en est à 166. Notre accueil dans ce lieu, l'amphithéâtre Fabry-Perrot, nous le devons à Frédéric Pigère et Anne-Françoise Binder, qui est là à ma droite, qui est sociologue au CNAM, qui est notre nouvelle collègue de l'IEC. Pas sociologue. Non. Tu es gestionnaire? D'accord. Donc, c'est une sous-discipline de la sociologie, c'est gestion. Bon. Bon. Grand merci à toutes les deux. Bon, tu es toujours sociologue, toi? Non, tu es aussi gestionnaire. T'es bi? Elle dit que t'es bi. Bon. Alors, bonjour Arlette Gauthier. Arlette, tu es historienne et sociologue. Professeure de sociologie à l'Université de Bretagne occidentale. Ça s'appelle l'UBO, Université de Bretagne occidentale. Et membre du laboratoire d'études et de recherche en sociologie, le LABERS. En 1973, suite à l'obtention de ton diplôme de Sciences Po Paris, tu te formes à l'histoire et soutiens en 1982 ton doctorat d'histoire intitulé « Femmes esclaves aux Antilles françaises, 1635-1848 ». Tu le soutiens à l'EHESS. Maîtresse de conférences à Paris-Nanterre, à l'université, puis détachée à l'IRD, l'Institut de recherche pour le développement, tu soutiens en 2005 ton HDR, habilitation à diriger les recherches, à l'université Versailles-Saint-Quentin. Le titre en est « Les politiques de la procréation, de l'esclavage à la liberté procréative ». Non, elle a mis reproductive. On a un conflit entre procréative et reproductive. Arlette et moi. Alors, 2 ans après, en 2007 donc, tu pars pour Brest, rejoindre ton nouveau poste à l'UBO, intègre le LABERS,
et participe durant quelques années aux travaux du Centre de recherche bretonne et celtique, entre 2011 et 2017. Tu as été élu membre de la 19e section du CNU, 2012-2015, du conseil de la faculté, j'imagine de l'UBO, 2014-2019, membre de la commission d'évaluation d'INET depuis 2019. Tes thèmes de recherche concernent les droits des femmes, le genre, la famille et les politiques de planification familiale, la fécondité, les droits et les libertés relatives à la procréation et à la santé procréative, les violences de genre, l'esclavage. Tes terrains d'études sont en France, la Bretagne, la Champagne et les départements d'outre-mer, les DOM, notamment les Antilles françaises et principalement la Guadeloupe. Ils sont aussi au Mexique, dans la province de Yucatan, située au nord-ouest des outre-mer français de l'arc antillais. Pour écrire ta thèse sur l'histoire des femmes esclaves aux Antilles françaises entre 1635 et 1848, tu as étudié les sociétés esclavagistes en voie de formation et leur déploiement. Tu as examiné les routes de la traite, les origines géographiques des esclaves et des colons français et porté une attention particulière à la division sexuée du travail, aux politiques démographiques et aux résistances des esclaves. Pour ce faire, tu as mis en regard les récits de voyage, les manuels pour planteurs, les correspondances administratives et les descriptions d'esclaves issues des minutes notariales. 10 000. C'est gros comme base de données. Tes études sociologiques reposent sur des bases de données issues des enquêtes qualitatives et quantitatives que tu as menées sur différents terrains. Tu interprètes tes analyses de ces milliers d'entretiens, questionnaires et observations dans un contexte comparatif international. Ce que je viens de dire est valable à peu près pour tous les travaux que tu as menés en sociologie. Nombre de tes recherches concernent la famille. Tu étudies les politiques familiales ultramarines depuis 1946, dans leurs différences avec celles de la métropole. Pour décrire leur évolution, tu dépouilles débats parlementaires, textes de loi, rapports de commission, locaux et métropolitains, journaux, etc. Pour comprendre l'impact de la politique familiale en Guadeloupe, tu mènes localement des centaines d'entretiens, des agents de la DAS, je ne vous dis pas ce que c'est, j'ai dit de la CAF et de la DAS, mais également des entretiens des chefs et cheffeux de familles monoparentales, et tu dépouilles les dossiers d'allocataires. Dans les années 2000, tu effectues des travaux sur les politiques de planification familiale dans le monde, sur les droits reproductifs, elle a écrit, et les régimes de procréation, menés en collaboration à l'échelle internationale. Tu décris l'évolution de ces politiques et les transformations conséquentes. Analyse des textes et monographies. Exploitation des données démographiques et sanitaires te permettent de constituer une base de données sur les droits du mariage et tu éclaires ainsi le droit à l'autodétermination féminine. Tu étudies ces politiques plus localement, donc au Yucatan, lors des pressions exercées par le gouvernement mexicain pour réduire la fécondité, et tu publies en 2013, avec une touche d'équité et de genre, les politiques publiques de développement et de santé au Yucatan. Tu l'as publié aux presses universitaires de Laval au Québec. Et c'était un travail en co-direction. Arlette, l'un des points majeurs de tes recherches concerne les femmes. Depuis ton doctorat où elles forment le sujet même de ta thèse, les esclaves femmes aux Antilles françaises, tu as travaillé sur leurs conditions de vie, comme chef famille monoparentale dans les quartiers défavorisés de Reims, ou comme sujet majeur des politiques de planification familiale, etc. Dans le cadre du programme Égalité, genre et territoire, tu interroges les raisons qui conduisent des territoires à inscrire l'égalité homme-femme sur leur agenda et à y affecter des moyens.
et tu conclus que ce volontarisme politique résulte d'interactions entre des actrices engagées sur ces territoires. Depuis 2016, tu as mené des recherches au sein de l'ANR Virage, localisé à l'INED, on va dire. Voilà, l'Institut national d'études démographiques. C'est une enquête quantitative portant sur violence de genre et rapport de genre. Membre du comité d'exploitation de l'enquête nationale, tu présides le comité scientifique de son axe outre-mer, appelé Virage-DOM, et là, ça concerne la Guadeloupe, la Martinique, la Réunion. J'imagine que tu ne travailles pas sur la Réunion. Non. Alors, tu participes aujourd'hui, et c'est 2021-2024, au projet Violence de genre et intersectionnalité dans les Outre-mer français, qui en fait est une enquête, enfin un projet, qui prolonge Virage d'Homme. Tu co-animes par ailleurs plusieurs enquêtes et réseaux de recherche internationaux. Je cite 2016, évaluation de l'expérimentation de l'appel à projet, je vous le cite, prévention des violences faites aux femmes par la lutte contre les stéréotypes sexistes. Et en 2021, le réseau international d'études féministes et de genre, qui regroupe l'UBO, l'Université de Bretagne occidentale, des universités mexicaines et l'Université du Pays basque espagnol. Enseignante-chercheuse depuis les années 80, tu es membre du comité de rédaction de la revue Autre part. Tu as co-dirigé l'école doctorale de l'UBO de 2007 à 2015. Tu as organisé 12 colloques et séminaires, dirigé 8 doctorats et de nombreux mémoires de master. Tu enseignes dans différents masters de recherche 1 et 2. Je les cite pour que vous connaissiez leur nom. Histoire et sociologie des Caraïbes, Histoire, patrimoine, identité, patrimoine, histoire, pardon, dynamique identitaire et un master professionnel, qui sont donc les métiers qui concernent les métiers d'intervention sociale. Et depuis 2017, tu es responsable des masters études de genre et corps et biopolitique. Pardon. Tu as communiqué tes recherches lors d'une centaine de colloques et séminaires, je cite 2023. Donc c'est une communication, un colloque, le congrès annuel de la Société d'histoire coloniale française. Ah, tu es pour cela parti faire. Elle est partie tristement à l'Université des Antilles faire cette communication. Vous rêvez toutes de faire une communication à l'Université des Antilles. Hein. En tout cas, moi, oui. Alors, tu as communiqué sur la couleur de la race et du genre dans les recensements antillais, 1664-1807. Tu as diffusé tes travaux par une centaine de publications, ouvrages, chapitres d'ouvrages, articles dans des revues de recherche et magazines. Tu as dirigé ou co-dirigé 14 ouvrages, j'en cite 4. 2016, Bretonne, point d'interrogation, avec un S, Bretonne. Des identités au carrefour du genre, de la culture et du territoire. Au PUR, les presses universitaires de Rennes. En 2013, avec une touche d'équité et de genre, les politiques publiques de développement et de santé au Yucatan, ça je vous en ai déjà parlé. En 2012, genre et biopolitique au pluriel, point, l'enjeu de la liberté, c'est publié sous ton nom seul à l'Harmattan. En 2010, donc, il y a la réédition d'un ancien livre de 85 qui s'appelle Les Sœurs de Solitude, Solitude avec un S majuscule, les femmes esclaves aux Antilles françaises du 17 au 19e siècle. Toujours au pur. Vous pouvez les trouver en accès libre sur Internet. Parmi tes articles, je cite 2023, genre, entre guillemets, race et sexualité. Alors, c'était publié dans colonisation. Notre histoire. 2019, possession et érotisation violente des femmes esclaves dans Sexualité, identité et corps colonisés, 15e, 19e siècle, édition CNRS. Toujours en 2019, les violences de genre, théorie, au pluriel,
définition plurielle et politique au pluriel, dans la revue Autre part, dont tu es membre du comité de rédaction. 2015, biopolitique au pluriel, esclavagiste, genre au singulier et supplice au pluriel, dans l'Empire français aux Antilles, 1776-1848. Et c'est dans le livre Le contrôle du corps des femmes dans les empires coloniaux. Grand merci Arlette pour toutes tes recherches sur cet aspect de notre histoire, de nous dévoiler l'histoire mal connue de nos sœurs d'outre-mer et de nous éclairer sur la réalité d'une violence très masquée. Je te remercie, Arlette, de venir communiquer au séminaire Sexe et Genre, et je te donne la parole sur torture procréative et résistance des anti-esclavagistes aux années 2020. Eh bien, merci pour cet exposé très complet sur... ça fait plaisir. Alors, au niveau des écrits sociologiques, si vous lisez ces petites présentations sur ces livres qui présentent qu'est-ce que c'est que les violences, vous verrez que les sociologues qui les ont écrits trouvent que les violences envers les femmes, c'est vraiment pas quelque chose de pas très intéressant. C'est pas vraiment, ça traite de quelque chose qui est un problème social et pas du tout un problème théorique. Ce qui est très surprenant comme point de vue quand même, enfin à part le masculinisme bien connu de nos chers confrères, c'est qu'en fait, lorsqu'on étudie les violences, et c'est ce que font donc ces auteurs, il y a toujours ce passage obligé où on dit il y a eu ce moment à la fin du XVIIe, début XVIIIe siècle, où on a décidé finalement de créer l'État moderne sur le transfert, le don à l'État du monopole de la violence physique légitime. Donc ça, c'est Weber, ça, c'est quelque chose qui paraît complètement une évidence. Sauf qu'évidemment, ce que nos recherches c'est ce que la dénonciation des violences envers les femmes par toutes les militantes et les recherches qui ont été menées montrent qu'en réalité, il n'y a pas de monopole de la violence physique légitime par l'État, puisque les maris, ma foi, les conjoints, trouver le quidam dans la rue qui pense que vous êtes tout seul et que donc il peut vous agresser, il pense qu'il a ce monopole. Donc ça devrait provoquer chez nos confrères un petit sursaut, une petite réflexion, mais il semble que ça ne soit pas tout à fait le cas. Pardon. Celui qui est sans doute un des plus célèbres des sociologues, Pierre Bourdieu, lui écrit que c'est finalement très rare ces violences envers les femmes et que c'est rare les cas rares en démocratie de recours à la force physique, parce que finalement les dominés reconnaissent l'autre comme légitime et donc il n'y a pas besoin de violence. Ce que tous nos travaux et tout ce qu'on entend montrent bien que ce n'est pas le cas. Alors, il y a eu du coup beaucoup de recherches, une grande sophistication des recherches sur les violences envers les femmes et les violences de genre. On a montré qu'il y avait de nombreux types de violences, vous les connaissez toutes, sur l'exploitation sexuelle, les pratiques traditionnelles, le viol, les violences dites conjugales, etc. Donc, il y a énormément de violences on a aussi montré le continuum à la fois des violences les plus légères, des microagressions jusqu'au féminicide, et aussi la continuité entre les différents types de violences. C'est vrai que pour l'analyse, dans nos enquêtes, on pose des questions très précises, mais ensuite, on voit bien qu'il y a une interaction entre tout ça. Alors, là, je vais vous parler en fait d'un autre type de violence qui a quand même été étudié, mais peut-être pas mis tout à fait en avant, c'est la question des tortures. Alors, autrefois, c'était courant, même dans le cas de la procédure pénale, on pratiquait la torture comme mode de punition, et puis à la fin du XVIIe siècle, justement, ça disparaît totalement du registre, et on a, avec notamment
l'écartèlement de Robert-François Damien qui avait tenté de tuer le roi, c'est la dernière fois qu'on voit publiquement ce type de torture. Et que c'est mobilisé comme une source tout à fait légitime pour le changement des mentalités. Alors ça a été étudié notamment par Michel Foucault, et il explique en fait, à partir de la fin du XVIIIe, ce qui se met en place, c'est un autre type de gouvernementalité, c'est-à-dire de pouvoir sur les individus, par l'intermédiaire à la fois des disciplines. Alors les disciplines, c'est finalement apprendre dès tout petit aux enfants à se conformer, à faire les choses selon une certaine des modalités bien précises. Et donc c'est ce type d'apprentissage qui rendrait inutile finalement les tortures, ces grandes manifestations de pouvoir. Bien qu'ils ne disent pas en ces termes, on peut dire que quand même ce changement de ce passage de la torture à la surveillance, c'est lié aussi au fait que les individus aient désormais des droits civils qui sont plus soumis en fait au seigneur féodal, qu'ils ont des droits. Et donc la question qui va se poser, c'est pour les femmes, est-ce que les femmes ont accès à ces mêmes droits? Et la torture, aujourd'hui, enfin, tout le courant pour les droits humains a fait reconnaître la torture comme quelque chose qui est puni, qui est interdit, notamment par les droits de l'homme de 1948, qui est très clair, le droit à ne pas subir de la torture ou des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, un principe de non-discrimination, donc à la fois notamment entre les hommes et les femmes, mais aussi selon la nationalité, l'ethnie, etc. Et le principe de l'égalité. Donc normalement, ça devrait s'appliquer aux femmes. Sauf que on définit plus précisément la torture, on va ajouter qu'il faut que ça soit infligé par un agent de la fonction publique. Donc, on va revenir sur cette idée, justement, le monopole de la violence légitime. Et donc, le monopole de la violence légitime, c'est par l'État et c'est lui qui applique la torture, mais qui ne devrait pas le faire. Donc, c'est interdit. Du coup, Catherine McKinnon, juriste états-unienne, dit « Mais pourquoi les femmes violées, battues par leur conjoint ou victimes de la pornographie, n'entrent-elles pas dans le champ des violations des droits de l'homme ?» Et donc, la question est, la réponse qu'elle va donner, c'est qu'elle dit qu'elles ne sont pas considérées comme des humains à part entière. Et elle note notamment qu'en fait, la complicité quand même de l'État, dire que c'est uniquement parce qu'il faut qu'elle soit par un agent de la fonction publique, ça ne tient pas tellement, parce que dans tous les cas dont on entend parler, il y a une complicité de l'État, il y a les policiers qui sont appelés et qui ne viennent pas, il y a ceux où la femme vient faire une main courante ou une plainte et qui ne la prennent pas ou qui ne s'en occupent pas. Donc, il y a une complicité de l'État à ce niveau. Donc, c'est de ça que je vais parler, mais appliqué en fait à la procréation. Alors, tout de suite, c'est assez compliqué parce qu'il y a cette menace. Si on parle du fait que la femme porte les enfants pendant 9 mois, etc., et que ça peut expliquer un certain nombre de choses, il y a toujours cette idée que finalement, c'est quand même un peu essentialiste de dire ça, et donc on est un peu disqualifié. Or, je pense que la réponse, moi, que j'ai toujours donnée par rapport à cette disqualification, c'est de dire que c'est complètement historique. On ne peut pas dire que la femme, toujours partout, vit la même histoire. Au contraire, on va voir qu'elle est très différente en fonction, justement, à la fois du type de gouvernementalité qui a cours. Bon, c'est la différence que fait Foucault, justement, entre la période au XVIIe et la période du XVIIIe siècle. Mais d'autres modalités aussi qu'on va voir tout de suite. Et donc, la torture procréative, ça part effectivement de la sexuation de l'espèce humaine et du fait que l'appropriation des capacités procréatives des femmes est un enjeu entre les genres,
un enjeu qui, on va le voir, varie beaucoup en fonction des périodes. Et donc, je pense que c'est aussi un certain renouvellement de la notion de violence. Alors, il faut mettre ça, je pense, en lien aussi avec les recherches qui se sont développées depuis 2010, hein, sur les violences obstétricales. Donc, c'est-à-dire la définition qui en est donnée, notamment par là, c'est celle de l'État du Chiapas, qui a reconnu les violences obstétricales comme un type de violence. C'est l'appropriation du corps et des processus de reproduction des femmes par le personnel de santé et qui se manifeste donc par un traitement déshumanisé, un abus de la médicalisation, la pathologisation de processus naturels. Alors, ces violences obstétricales, je pense qu'elles sont tout à fait, c'est tout à fait nécessaire de les étudier. Elles sont différentes de la notion de torture procréative, puisque la torture procréative, c'est vraiment je dirais, c'est un certain extrême, hein, c'est juste avant le féminicide. Il y a cet aspect de torture qui est différent de la violence qui peut être relativement, on parle de micro-violence qui peut être, qui sont évidemment épouvantables, mais qui n'ont pas quand même le même niveau. Donc, toutes les tortures reproductives ne sont pas... mais il y a aussi le fait que toutes les tortures reproductives ne sont pas obstétricales. C'est-à-dire que les violences obstétricales, c'est beaucoup par rapport au développement de la médecine, donc surtout, en fait, par rapport fin 18e, début 19e siècle. On va voir qu'avant, il y a d'autres tortures qui ont lieu, mais qui ne relèvent pas de ces violences obstétricales. Donc, on peut dire qu'il y a un type très large de torture procréative. Un peu partout, toujours, il y a toujours cette question des grossesses forcées, des avortements, mais avec des tonalités particulières. Donc, par exemple, il y a une épidémie d'hystérectomie et d'enlèvement d'ovaires en Europe, soi-disant contre la masturbation féminine. En 1960, à nouveau, il y a eu pas mal de violences avec des hystérectomies, ectomies préventives pour lutter contre la ménopause, ou au 19e siècle, on va le voir, hein, le développement de la médecine, des stérilisations et des épisiotomies, etc. Donc, il y a des intersections qui sont assez nettes par rapport aux recherches qui ont été précédemment présentées, hein, par rapport à la question des viols et violences sexuelles comme arme de guerre. Hein, on peut citer toutes les grossesses liées à ces viols. Par rapport à la question des féminicides, on pourrait se poser la question de la mortalité maternelle et de la répression de l'IVG. Par exemple, il meurt 80 000 femmes chaque année à cause du fait que ces femmes vivent dans des pays où l'avortement n'est pas autorisé de façon sécuritaire. Hein. Et donc, ça, on pourrait considérer que c'est aussi une forme de féminicide, même si ce n'est pas toujours représenté de cette façon-là. Il y a, par rapport au dernier exposé sur le contrôle coercitif, mais il y a la question de l'imposition ou de l'empêchement des grossesses et des IVG dans le couple, qui sont vraiment un angle mort des recherches et qui, pourtant, existent. Et, par exemple, dans l'enquête Virage, là, dont on parlait tout à l'heure, en Guadeloupe, bien, c'est 10% des avortements qui sont imposés par le conjoint. Donc, ça montre que que le contrôle coercitif, il existe toujours par rapport à ces questions. Donc, le contexte dans lequel on peut parler de torture, c'est la question évidemment de l'appropriation du corps et des capacités reproductrices des femmes, ce qu'on peut appeler le sexage procréatif. La notion de sexage étant développée par Colette Guillaumin sur l'appropriation des femmes. Alors, il y a des formes très variées de ce sexage. Déjà, Napoléon disait la femme est une propriété car elle nous donne des enfants et l'homme ne lui en donne pas, et donc sa propriété comme l'arbre à fruits est celle du jardinier. Donc ça, c'est une justification, effectivement.
Mais il y a aussi la version socialiste. Hein. Le fœtus est la propriété socialiste de toute la société. Donner la vie est un devoir patriotique. Et aujourd'hui, et on verra tout à la fin que c'est une question absolument d'origine, une question d'actualité, hein, c'est qu'il y a la question effectivement du réarmement démographique qui, pour le moment, chez nous, ça n'a pas l'air très, très pensé, mais il y a vraiment des pays qui ont développé cette notion, avec du coup des formes effectivement d'interdiction de l'avortement et des changements à ce niveau-là. Donc, l'approche que je vais développer, c'est une approche intersectionnelle, hein, puisque ces tortures, elles touchent de l'universalité intersectionnelle, puisqu'il y a une diversité, hein, les tortures touchent toutes les femmes, et c'est plus souvent pour les femmes du groupe majoritaire une obligation d'enfanter, mais elles touchent toutes les femmes aussi de façon différenciée. On va le voir, hein, tout de suite, tout à l'heure, puisque les femmes esclaves, les femmes afrodescendantes, les femmes autochtones vivent des conditions à ce niveau-là assez différentes. Alors, effectivement, on va parler de la question de l'esclavage. Donc, c'était notamment mon premier livre sur l'histoire de solitude, mais aussi de la question au Yucatan. Alors, comme vous pouvez le voir, effectivement, il y a les petits sourires. Je dis, je travaille aux Antilles. On pense que ce n'est pas un si mauvais plan, c'est la plage et tout ça, mais bon, il n'y a pas que ça. Donc, vous avez tout à fait à droite, il y a la Guadeloupe-Martinique. J'ai aussi travaillé sur la question esclavagiste sur Saint-Domingue, qui est devenu aujourd'hui Haïti, hein, qui s'est libéré. Hein, et donc, beaucoup de mes sources viennent en fait de Saint-Domingue. Et puis, alors, dans le golfe du Mexique, hein, toute autre dénomination est interdite. Dans le golfe du Mexique, sur la gauche, tout en haut, il y a le Yucatan. Alors, quand j'ai commencé à travailler sur la question de l'esclavage, les historiens parlaient quand même un petit peu. À l'époque, on travaillait surtout sur le 19e siècle. Hein, il y avait beaucoup moins de choses qu'il y a aujourd'hui sur le 17e ou 18e siècle. Donc, les sources étaient différentes. Et donc, on parlait beaucoup de la question des haras d'esclaves pour essayer de voir en se demandant si c'était bien vrai. Alors, il y avait des débats assez importants sur la question. Mais ce qui retenait beaucoup l'attention, c'était la transformation des hommes esclaves en étalons. On disait, c'est scandaleux, ils perdent leur humanité, etc. Alors, en fait, dans les mêmes sources, on vous parlait quand même de la répression de l'avortement chez les femmes d'esclaves, mais ça posait beaucoup moins de problèmes. Alors, donc ces historiens parlaient de la différence de traitement entre les femmes et les hommes. On dit maintenant esclavisés. Moi, j'ai une habitude de parler d'esclaves, donc je continue à dire d'esclaves, même si je pense évidemment esclavisés. Esclavisés, c'est pour dire qu'il y a que c'est un traitement qui leur est fait et que toute leur existence n'est pas subsumée sous cette histoire sous le fait d'être esclave. Alors, il y a quand même aussi tout un courant dès cette époque sur l'idée que l'institution d'esclavage transformerait les êtres humains en esclaves asexués. Donc, il n'y aurait pas en fait de différence selon le genre sous l'esclavage. Alors, ça a notamment été développé par l'anthropologue Claude Meillassoux à partir de ses recherches sur l'Afrique, mais il a écrit un livre qui s'appelle « Anthropologie de l'esclavage, le ventre de fer et d'argent ». C'est pour dire que pour devenir esclave, en fait, c'est par l'intermédiaire de la vente, donc d'abord du fait de transformer un être humain en esclave et donc le rôle des armes à ce niveau-là, et ensuite, donc c'est ça le fer et l'argent, et c'est aussi le bateau qui va transformer, qui va les emmener en Amérique. Donc, ce serait une naissance presque pas humaine, ce qui occulte complètement le rôle des femmes africaines dans
la production de ces êtres humains qui sont transformés en esclaves. Alors, ça a été repris par Aurélia Michel, qui est donc une historienne de Paris 7, selon laquelle il n'y a pas de différence de sexe pendant l'esclavage. Et elle en donne comme exemple mon livre où je dirais, où je parle de la lettre d'un colon, l'expression engrossée un nègre. Donc effectivement, il y a un colon quelque part, une fois, qui a écrit un nègre et pas une négresse. Et donc, ça suffit pour elle pour dire que, soi-disant, il n'y aurait pas de différenciation selon le sexe. Ça, alors que toute la deuxième partie de mon livre est consacrée à expliquer comment, selon les différentes époques, il y a eu différentes stratégies pour la procréation et qu'elles ont eu des conséquences différentes pour les femmes et les hommes à chaque fois. Donc, c'est assez étonnant quand on voit ça, que quelqu'un occulte totalement ce que vous fait dire tout à fait autre chose que vous écrivez. Mais ce n'est pas seulement ces anthropologues et historiennes, c'est aussi Judith Butler qui est reconnue, alors pour, je ne sais pas si tout le monde a entendu parler de Judith Butler ici, hein, donc c'est une philosophe américaine, dont le livre Qui a peur du genre a été publié aux États-Unis en 2024 et immédiatement traduit en France en 2024. Donc ça montre quand même un certain succès et qui a cette... il y a tout un chapitre sur l'esclavage et le fait que les Afro-Américains, finalement, ne sont pas marqués par le genre. Donc, les personnes réduites en esclavage, elle dit, on n'est ni homme ni femme, car les deux sujets ne sont pris en compte qu'en tant que quantité. Alors, c'est très surprenant quand même, parce que là aussi, on se dit, mais elle étudie beaucoup l'inconscient des gens qui ont peur du genre, mais on pourrait un peu se poser des questions sur son propre inconscient, hein, parce qu'elle écrit, elle se sert en fait du livre, j'ai d'abord passé à ça, de Dard Cooper, qui est sur les origines de la gynécologie. Alors, la gynécologie, ça porte plutôt quand même sur les femmes. Et d'ailleurs, ce livre, c'est sur le premier hôpital des femmes et qui parle des questions où un gynécologue a développé des méthodes pour traiter notamment les fistules, pour traiter les maladies gynécologiques en se servant des femmes esclaves comme cobayes, mais en se servant aussi des femmes esclaves comme infirmières, aides-soignantes, se servant de leur savoir. Alors, dans ce livre, il est expliqué que de nombreuses fistules étaient liées et obstétriques étaient liées d'une part aux nombreux viols qu'elles pouvaient subir et d'autre part aux nombreuses grossesses. C'était l'époque où la traite avait été abolie. Par contre, il y a eu le développement de l'industrie du coton et donc on avait besoin de main-d'œuvre. Et du coup, ça a été beaucoup discuté, mais maintenant c'est tout à fait avéré. Ils ont forcé une partie des femmes esclaves à avoir des enfants et à avoir trop d'enfants. Et du coup, ça a provoqué ces dégâts. Mais ça, c'est tout à fait expliqué dans ce livre, mais ce n'est pas du tout expliqué dans le livre de Judith Butler, pour qui l'importance, ce qui s'est passé finalement, c'est surtout la naissance de l'identité trans. Bon. Et en occultant totalement, en fait, donc, cette histoire. Donc, la réalité des livres et des articles dont elle parle. Et elle ne cite pas non plus aucun des nombreux livres sur l'histoire des esclaves femmes qui ont été publiés aux États-Unis, mais aussi dans la Caraïbe, qu'elles soient anglophones, hispanophones ou francophones. Donc, moi, je vais revenir un peu justement sur cette histoire de la procréation en lien avec justement quel type de torture est-ce qu'il y a torture et quel type de torture procréative à quel moment. Alors, les sources, ma collègue les a déjà évoquées. Ce que je dirais, c'est que je voudrais parler des différentes périodes. Donc,
Au tout début de l'esclavage, donc les Français arrivent en 1635, Guadeloupe, Martinique, Saint-Domingue, Haïti, et il y a d'abord une volonté nataliste générale. Hein, il faut peupler les îles, et ça vaut aussi pour les filles blanches. Donc on abaisse l'âge de mariage et elles peuvent se marier dès 12 ans. Et elles apparaissent déjà dans les recensements comme filles à marier. Mais les maîtres, tout de suite, se rendent compte que la fécondité des esclaves, c'est quelque chose de formidable, puisque ça leur rapporte des sous. Ils ont voilà, des femmes qui mettent au monde des enfants qui, après, resteront, leur service étant perpétuel, leur nombre s'accroissant de temps en temps. Donc, alors là, ce qu'explique le jésuite Pelleprat, c'est que, du coup, les maîtres décident de les marier pour qu'ils aient des enfants le plus souvent et le plus vite possible. Il y en a d'autres qui trouvent que ce n'est pas si simple et que donc ils paieraient, on retrouve le thème des haras d'esclaves, donc ils paieraient des nègres étrangers comme des étalons pour en avoir les enfants, qui sont toujours au maître de la mère, parce que de façon, dans toute l'ère esclavagiste, au XVIIe siècle, il y a un changement de loi qui fait que désormais, les enfants des esclaves appartiendront au maître de la femme esclave, de la mère, et non pas à celui du père. Et donc, c'est une citation de Saint-Christophe, aujourd'hui Saint-Kitts, mais on trouve exactement la même chose sur la Barbade ou sur d'autres essais. Alors, il y a un petit débat, du coup, aux Antilles sur que tout ça, ça ne va pas du tout, ça ne correspond pas aux normes, il faut que les gens se marient. Et quand on parle de se marier, quand on parle de rétablir l'ordre moral, ça veut dire punir les esclaves pour qu'ils se marient, mais ça veut dire aussi, éventuellement, s'ils ne veulent pas se marier avec les personnes qu'on leur propose, un peu comme le dit Dutertre, bien qu'il n'use absolument pas de violence pour lui faire épouser, il lui commande d'une manière qui arrache souvent son consentement pour éviter d'être maltraité. Donc, ça dit qu'il y a bien cette pression, voire ces punitions. Et on sait que d'après le Code noir, mais c'est qui en fait légalise la pratique dans les Antilles, le maître, on lui a le pouvoir de justement de punir les esclaves. Et ça peut assez loin, en fait, puisqu'il peut couper les oreilles, il peut couper les jarrets. Par contre, la condamnation à mort, normalement, notamment en cas de fuite, doit être validée par la police, par la justice. Il y a des cachots dans chaque plantation, et donc, quand on dit une pratique nataliste aux Antilles, pour les filles blanches, on ne sait pas trop comment ça se passait, on ne le dit pas, ça peut être aussi éventuellement violent, on ne sait pas. Mais en tout cas, pour les esclaves, on sait très bien comment ça se passe, c'est-à-dire que c'est à coup éventuellement de fouet. Après, il y a toute une période où le regard du maître se détourne totalement parce qu'en fait, il y a eu un développement de la traite marchande et donc de la traite des esclaves, et donc ça coûte beaucoup moins cher. Ils font des calculs, ils l'expliquent dans leur livre de comptes, qu'il vaut beaucoup mieux acheter un esclave tout fait à 14-15 ans que d'en produire un sur place. Donc, ça va être cette exploitation du corps des Africaines et non plus des esclavisées antillaises. Mais les esclavisées antillaises, évidemment, le fait de ne pas être suivies, de ne pas être... on les fait travailler tout le temps, elles travaillent souvent 14 heures par jour, elles n'ont pas de soins, elles ne sont pas assez nourries, comme le disent les indications des gouverneurs. Donc, ne pas avoir de politique explicite, c'est aussi une politique procréative. À partir de la 1764, les choses changent puisqu'il y a tout ce discours démographique qui se répand dans toute l'Europe
comme l'a expliqué justement Michel Foucault, c'est ce discours qui fait qu'on dit il faut se préoccuper de développer aujourd'hui l'esclavage. Il faut lutter contre la dépopulation. Donc le roi va envoyer des médecins pour se préoccuper des femmes esclaves. C'est un discours qui est tout à fait repris aux Antilles et chez les maîtres. Premièrement, parce qu'il y a eu un cyclone, c'est une époque où il y avait beaucoup de cyclones, donc ça empêchait un peu les bateaux d'arriver avec les nouveaux esclaves. Il y a eu aussi la guerre de 7 ans. D'autre part, il y a eu le développement des caféières, donc il y avait besoin de beaucoup de main-d'œuvre. Et donc, du coup, tout ça qui fait qu'il y a tous les maîtres d'esclaves adhèrent à ce discours qu'il faut développer la population. Alors là, certains parlent encore un peu de mariage, d'autres de concubinage, mais très peu finalement. Le discours majoritaire, ça va être de dire que de toute façon, ils sont libertins, donc de toute façon, ils sont prêts à avoir des relations sexuelles, donc à avoir des enfants. Laissons-les faire et on aura des enfants. Il faut, cela dit, encourager la mère à ne pas avorter. Et donc, et à ne pas perdre l'enfant. Donc, on va donner des repos, une meilleure nourriture, des petites gratifications et même proposer déjà une fête des mères, hein, c'est dire. On va aussi développer les hôpitaux et faire des formations aux accoucheuses. Donc, il y a tout cet aspect positif du discours amélioratif du discours sur la procréation des esclaves. Sauf qu'on est quand même dans un contexte particulier, celui de l'esclavage. Donc très vite, ce que l'on trouve, alors non pas dans les discours pour le coup des gouverneurs ou des intendants, hein, mais dans les journaux de plantation ou dans les lettres qu'écrivent les colons, les armateurs, etc. C'est qu'on va dire, lorsque l'enfant périt, là c'est Fauche à Saint-Domingue en 1774, lorsque l'enfant périt, que la punition de la coucheuse soit le fouet, et celle de la mère, le fouet et le collier de fer qu'on doit lui laisser jusqu'à ce qu'elle redevienne grosse. Hein. Donc, les voyageurs aux îles ont vu, et ils racontent aussi dans leur mémoire, ils ont vu les femmes avec des colliers de fer, ou aussi une autre chose, c'est des poupons en forme de bébé, pour que tout le monde sache ce qu'elles ont fait et pourquoi elles sont punies. Donc, ce collier de fer, c'est celui qu'on voit dans différentes gravures. Hein. Alors, pour la petite histoire, c'est un collier de fer qui était porté en Angleterre pour les femmes récalcitrantes et trop bavardes et tout ça. Donc, c'est une invention qui a été transportée. Et dans le discours qu'on a vu, qui a été étudié par Michel Foucault, il y a cette idée qu'il y a la fin des tortures pour des pratiques plus disciplinaires, mais aux Antilles, les tortures restent pratiquées et elles restent pratiquées à la vue de tous comme étant ce qui va faire peur et ce qui va produire des esclaves obéissants. Alors, j'avais appelé mon livre « Les sœurs de solitude » à cause de solitude, justement, et à cause donc du livre du livre qui lui a été consacré. Et solitude, c'est à la fois donc un personnage historique et un personnage de roman. On sait très peu de choses sur elle en vérité. Néanmoins, on sait qu'elle a participé à la lutte contre le rétablissement de l'esclavage. Et vous la voyez toujours représentée avec le ventre bien proéminent, hein, parce qu'en fait, on a attendu pour la tuer, donc pour la punir, qu'elle ait donné naissance à son enfant. Donc, ce qui fait que l'idée fin de la répression et développement des disciplines ne fonctionne pas et ne peut pas fonctionner aux Antilles, c'est qu'évidemment, il y a toujours
la souveraineté du propriétaire. En métropole, les Français sont supposés ne plus dépendre, les Français hommes en tout cas, ne sont plus supposés dépendre d'un féodal ou du roi. Ils ont des droits civils, ce qui n'est pas le cas évidemment des femmes, et ce qui n'est pas non plus le cas des esclaves. Et puis d'autre part, faire tenir l'esclavage sans qu'il y ait de contraintes, c'est quelque chose. Et penser qu'on peut élever l'esclave jusqu'à ce qu'il devienne, qu'il accepte cet esclavage, ça n'a jamais marché. On se demande bien pourquoi. Alors, au 19e siècle, j'ai passé très vite. En gros, ça continue pareil, mais comme il y a eu la libération de Saint-Domingue, il y a cette espèce de terreur sur la méchanceté des esclaves qui se sont vengés en tuant les colons, etc. En réalité, il n'y a plus vraiment d'accompagnement de mesures d'une façon ou de l'autre. Les politiques laissent les maîtres se débrouiller un peu comme ils veulent, même si on dit qu'il faut continuer à avoir des politiques d'humanité et d'intérêt. Mais par contre, ce qui reste assez virulent, c'est le discours contre l'avortement qui serait très courant. Et donc, c'est toujours le fer et le cachot, les colliers de fer, etc. Alors, ce que j'ai montré, c'est qu'en fait, les politiques sont identiques dans toutes les colonies esclavagistes, qu'elles soient anglaises ou françaises, qu'il y a juste des petites variations en fonction du développement de l'économie et des disponibilités de la traite. Et que bizarrement, ça n'a pas trop intéressé les historiens. Alors, ces avortements, j'en ai parlé assez vite, mais on dit que ça a été la grande façon de résister des esclaves, justement, par rapport à ça. Leur façon de faire, ça aurait été d'enfoncer une aiguille dans la fontanelle pour tuer plus sûrement les enfants, et ça aussi bien les mères que les matrones. Maintenant, il faut aussi faire attention parce que c'est aussi ce que disent les planteurs pour se dédouaner. Alors, donc, ils les font travailler 16 heures par jour et après, ils disent « Oh, oui, il n'y a pas d'enfants sur ma plantation, mais c'est… » Et ils ne disent pas que c'est à cause de la malnutrition, du travail excessif, etc. Donc, et il y a eu aussi des mères qui aimaient leurs enfants et pour qui c'était très important d'avoir ce lien. Donc, on ne peut pas dire que l'avortement a été la seule pratique de résistance. Parce que finalement, s'occuper de son enfant, essayer d'en faire un être humain, avoir des vraies relations avec lui, c'est aussi une forme de résistance à l'esclavage. Alors, toutes ces questions-là qui étaient qui étaient en filigrane dans les années 70-80 sont vraiment prises en compte depuis une vingtaine d'années, où il y a eu beaucoup d'ouvrages spécifiquement donc sur, par exemple, le fait d'essayer de nourrir, d'avoir beaucoup de petits-enfants, etc. C'est au point que dans le livre sur la gynécologie dont je vous ai parlé tout à l'heure, il y avait beaucoup de… Donc, les femmes avaient souvent des problèmes liés à l'excès d'enfants qu'on leur faisait faire, qu'on les obligeait à produire. Et elle raconte qu'il y a eu un groupe d'esclaves, une fois, qui est allé voir le directeur de l'hôpital des femmes pour lui dire mais cette femme, elle est trop fragile, elle n'en peut plus, elle a eu 8-9 enfants, là, si vous lui en faites faire un de plus, elle va mourir. Hein. Et donc, eux-mêmes avaient pris en compte et essayaient, ce groupe d'esclaves, de réussir à changer les choses et à faire qu'elles ne soient pas obligées à avoir de nouveaux enfants. Donc, voilà, prétendre que cette histoire d'oppression et
de torture procréative ne compte pas n'a pas de conséquences sur les femmes esclaves, c'est assez étonnant. Depuis très longtemps, et particulièrement depuis le 19e siècle, les anarchistes et les féministes ont lutté pour obtenir la contraception, alors que la contraception était considérée comme un acte complètement immoral. Malheureusement, cette contraception, elle a été aussi utilisée pour le développement de politiques eugénistes partout, en Suède, aux États-Unis, etc. Mais aussi, à partir des années 50, et je vais surtout parler de ça, des politiques néo-malthusiennes. C'est-à-dire que c'est le moment où on s'est rendu compte qu'il y avait une explosion démographique en cours, que la fécondité avait beaucoup augmenté et surtout qu'il y avait de moins en moins de mortalité grâce au développement des politiques sanitaires, de l'alimentation, de plein de choses. Et ça a été interprété tout de suite notamment aux États-Unis, en termes de risque que les communistes prennent le pouvoir, puisqu'il y a tous ces enfants mal nourris liés à ces mères qui font trop d'enfants, parce que tout d'un coup, c'est juste les mères qui font trop d'enfants et pas les pères. Et donc, il va y avoir peu à peu la justification de politiques dites de planification familiale. Donc, qui ont aussi été rendues possibles à cause des améliorations au niveau par exemple, la stérilisation est devenue beaucoup plus facile à faire, beaucoup moins dangereuse. Il y a eu l'invention de la pilule, du stérilet aussi. Et puis, au niveau démographique, il y a eu l'invention de la fécondité des femmes. C'est-à-dire qu'avant, on parlait de la fécondité des couples, et tout d'un coup, ça a été la fécondité des femmes. Et donc, du coup, c'est effectivement, ça justifie quelque part qu'il s'agit, que ce soit auprès des femmes qu'on s'en occupe, même si au début, il y a pu y avoir, par exemple en Inde, des politiques qui ont visé les hommes intouchables, mais qui n'ont pas duré longtemps, parce que du coup, la première ministre a perdu le pouvoir, et donc là on s'est dit non, les hommes on ne peut pas les toucher, ça a des conséquences beaucoup plus graves que si on touche aux femmes. Donc ils ont pris pour cible les femmes. Alors on en trouve un peu partout, en Amérique latine, en Inde, en Indonésie, au Groenland, etc. Et on trouve aussi des résistances, alors des résistances qui sont souvent de gauche, qui sont des résistances anticoloniales, avec souvent un aspect un peu nataliste sur le côté, ils sont du coup aussi contre la planification familiale en général, alors que, ce qui n'est pas le cas de tous, mais ce qui est le cas de beaucoup, et alors que la politique féministe va plutôt être contre uniquement les aspects contre la stérilisation des mères, mais en faveur de la contraception et de l'avortement. Donc, c'est une différence assez importante. Il y a eu des mouvements et des groupes dans les années 60-70, comme le Karasin, qui était pour ces deux aspects. Et c'est à ce moment-là qu'a été créée la Convention contre la torture et autres traitements cruels et inhumains. Peu à peu, on va répondre finalement à la demande dont je vous parlais de Catherine McKinnon, puisqu'on va inclure la torture, on va inclure les stérilisations forcées et comme une torture contre les femmes. Et donc, ça va exister grâce à la Déclaration des femmes issue du mouvement transnational pour les droits reproductifs, qui a été reconnu au Caire en 1994. Et où on reconnaît l'individu. Donc, c'est une conférence. Je ne sais pas si vous avez entendu ou si pour vous, c'est quelque chose de... Bon. Parce que c'est vrai que pour les démographes, dont je suis aussi, et voilà, la conférence du Caire, c'est quelque chose d'important. Mais c'est vrai que dans le large public, ce n'est pas sûr que ça soit reconnu pour tel. C'est la première fois où on dit les politiques de planification familiale doivent
tenir compte des besoins des individus et non pas des États, des médecins, etc. Alors, donc aujourd'hui, c'était la conférence du Caire, c'était il y a 30 ans. Donc, il y a eu beaucoup de cérémonies, beaucoup de textes sur la question où on vous dit il y a eu un changement paradigmatique important dans les politiques de planification familiale liées à la conférence du Caire. En réalité, les choses sont beaucoup plus complexes que ça. Parce que dès 1994, il y a eu un refus d'une partie, il y a eu une alliance entre des gouvernements chrétiens et musulmans contre la notion de droit reproductif. Les républicains sont arrivés au pouvoir et ils ont refusé, ils ont dit qu'ils ne voulaient plus soutenir les droits reproductifs et ils ont cassé tous les financements vers la planification familiale. Et à chaque fois que les républicains arrivent au pouvoir, ils reviennent en arrière sur la question des droits reproductifs et des financements aux différentes associations. Mais ça a été particulièrement sévère sous Trump 2016. Alors Trump, là, ça va être quelque chose, c'est-à-dire que d'ailleurs, dès qu'il est arrivé, il a débranché le service d'information sur la planification familiale et des droits reproductifs. Mais il y a eu aussi, dans les années 2000, les régimes libéraux et les régimes totalitaires, notamment l'Empire russe, qui affirment qu'il faut lutter contre la contraception puisqu'elle empêche et c'est notamment le cas dans les pays d'Europe de l'Est où la fécondité est extrêmement faible. Et donc, ils sont contre le remplacement des populations, soi-disant par la submersion migratoire. Mais si on lutte contre le remplacement des populations, ben, ça veut dire qu'il faut produire des enfants blancs. Et qui produit des enfants blancs donc, il faut lutter contre la contraception. Mais bon, alors pour revenir un peu plus, si je reviens à 2000, en 2000, il y a une chose absolument incroyable. Donc, je ne sais pas si c'est qu'il y a eu la création de ce qu'on appelle les objectifs du millénaire, c'est-à-dire là où un programme finalement d'action publique qui doit se concentrer sur les choses vraiment importantes pour la communauté internationale. Et en 2000, quand ils ont fait ces objectifs, la planification familiale était exclue des objectifs. Donc, on parlait bien de l'objectif de réduire la mortalité infantile, d'améliorer la santé maternelle, de promouvoir l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes, mais sans planification familiale. Ce qui, selon tous les experts, est quand même assez difficile. Et donc, ça veut dire, donc, effectivement, alors, il y a eu une mobilisation des associations qui a été très importante et qui a fait qu'on a rétabli l'accès à la planification familiale dans un objectif, mais toujours pas l'autonomie procréatrice, toujours pas cette autonomie qui était prévue par la conférence du Caire, par le programme d'action de la conférence du Caire, et qui disait que la femme a le droit de décider si elle veut un avortement ou une contraception. Donc, l'essence des droits reproductifs, elle n'était pas incluse dans l'objectif du millénaire. Et puis, il y a eu tout de suite un discours sur les droits qui se perpétue, qui a même été renforcé ces derniers temps par le Fonds des Nations Unies pour les activités en matière de population. Donc, vous voyez les titres, c'est « Contre ma volonté », c'est « Notre corps m'appartient ». Alors, vous vous dites, bah voilà, ils sont devenus complètement féministes, c'est formidable, merci, waouh. Bon, puis après, vous regardez les indicateurs qu'il y a dans le programme. Et dans les indicateurs dans le programme, c'est quel est le taux de natalité chez les adolescentes, c'est quel est le taux de prévalence contraceptive. Donc, c'est uniquement en termes d'accès à la contraception. Et évidemment, je suis totalement pour l'accès à la contraception. On ne peut être que pour l'accès à la contraception. Mais il n'y a absolument aucune mention qu'éventuellement, cette prévalence contraceptive, bah, elle peut être produite par la coercition.
D'ailleurs, là, vous avez une carte qui est assez parlante, parce que vous voyez que le pays, un des pays au monde où il y a le plus de contraception moderne, ben, c'est la Chine. La Chine n'est pas vraiment connue pour être un pays où on choisit librement sa contraception et on sait au contraire qu'il y a eu des avortements extrêmement tardifs imposés aux femmes, que c'est la stérilisation. Voilà. Donc, moi, j'avais mené en fait 2 enquêtes au Yucatan en 86-87. Donc, 86-87, c'est avant la conférence du Caire. Et en 2004-2005, donc en pleine politique démographique, et 2004-2005, c'est-à-dire après, mais après la conférence du Caire, mais aussi après pendant cette période où c'était des républicains qui étaient au pouvoir et où au Mexique c'était aussi un président plutôt religieux, enfin, comme Trump, un peu religieux sur certains aspects au niveau du discours, mais pas forcément dans ses pratiques. Donc, le Yucatan, c'est ici, vous voyez, donc ici, dans le golfe du Mexique. Et moi, j'ai étudié la période qui est la région qui est juste autour de Mérida, la capitale. Et c'est une région où il y a, en fait, on pense souvent, quand on pense aux Indiens, on parle d'Indiens soumis, on sait qu'ils ont perdu des guerres contre les envahisseurs, il y a un peu cette notion. En fait, il faut savoir que c'est quand même une région où il y a eu une guerre des castes contre les Espagnols très virulente pendant un demi-siècle. Ils ont même réussi à faire sécession à une période. Qui a eu d'autre part aussi une révolution socialiste et féministe avec des ligues féministes qui diffusaient le pamphlet de Sanger pour la contraception. Donc, il y a eu aussi ce côté extrêmement, ce côté révolté et féministe. Alors, la zone, donc cette région nord, c'est une zone qu'on appelle Enequenera parce qu'elle est devenue importante dans l'économie mexicaine parce qu'on produisait cette espèce de gros cactus avec lequel on faisait des cordages avant qu'il y ait le développement du plastique. Et donc, du coup, c'est une région qui était très importante pour l'économie du Mexique. Et en conséquence, il y avait partout des centres de santé, ce qui n'est pas du tout le cas si vous allez au Chiapas ou dans d'autres zones où il y a beaucoup de Mayas, où souvent il n'y a pas de centre de santé. Là, ce n'était pas du tout le cas. Et ça, c'est à la fois, bon, c'est évidemment un avantage de pouvoir être suivi par des médecins, etc. En même temps, c'est un risque par rapport à la planification familiale quand on perçoit l'esclavage en termes d'accès à la stérilisation. Et lorsque vous lisez, parce qu'il y a une équation qui est faite au Mexique, et par le FNUAP aussi en général, par beaucoup d'États, et notamment par le Mexique, où avoir accès aux droits reproductifs, ça va accès à la ligature des trompes. Parce qu'à la ligature des trompes, après, il n'y a pas d'échec de la contraception. Donc, il y a une espèce de raisonnement complètement tordu. Et bon, la ligature des trompes, ça peut être très bien, il n'y a pas de souci. Sauf que la question de est-ce qu'on vous a posé la question si vous vouliez cette ligature des trompes, est-ce qu'on vous a informé qu'il y avait d'autres méthodes, n'est pas du tout posée. Donc, ils avaient des grands discours sur les droits reproductifs, l'égalité des sexes, des genres, etc. Puis, vous arrivez aux indicateurs. Et les indicateurs, c'est uniquement taux de contraception, taux de ligature, etc. Et les médecins qui travaillent dans ces dispensaires, ce sont ce qu'on appelle des pacientes, c'est-à-dire c'est des stagiaires. Ils valident comme ça leur dernière année de médecine. Et il y a une espèce, disons, de surproduction de médecins où la population est trop pauvre, mais bref, pour pouvoir vivre comme médecin, il faut mieux faire partie du système public. Et pour faire partie du système public, bien, il faut que vous acceptiez de faire des ligatures, que vous acceptiez d'imposer finalement un certain nombre de choses. Ceux qui font parce qu'ils ont été bercés toute leur... aussi parce qu'ils ont été bercés pendant toute leur jeunesse et toutes leurs études sur le fait que le Mexique est consacré à un grave problème de surpopulation et qu'il faut diminuer les naissances et que ces braves Yucatèques ne savent peut-être pas trop ce qui est bon pour eux, pour elles.
Donc, j'ai mené des enquêtes en 86-87, donc dans ce genre de dispensaire. Et donc, j'ai fait une enquête auprès de 1000 femmes. Le résultat, c'est qu'on a un des taux de ligature des trompes les plus élevés au monde. 43% des femmes ayant eu des relations sexuelles sont ligaturées, dont la moitié d'entre elles, elles n'ont rien connu d'autre. Tout de suite, elles sont passées, parce qu'il y a cette idée, bon, elles peuvent avoir 3 enfants, et puis après, on les ligature au 3e enfant. Il y a quand même un quart qui disent qu'elles n'ont pas eu l'explication, et 20% qu'elles n'ont pas été informées sur d'autres méthodes, hein, et 9% qui déclarent carrément avoir subi des pressions par le médecin. Et les médecins, effectivement, stagiaires, les médecins ont des objectifs chiffrés de ligature. On leur dit, vous devez avoir réussi à convaincre 5 femmes par mois qu'elles devaient de se faire ligaturer. Donc ça, c'est quand même un cas ça relève d'une torture institutionnelle. Moi, j'ai passé. Donc là, il y a une femme qui dit très clairement, moi, je l'ai dit que je voulais pas de ligature, que je voudrais avoir un autre enfant. Et le mari qui dit, faites-lui la ligature. C'est quelque chose qu'on trouve assez souvent. Il y a cet appui mais pas toujours, là, comme vous le voyez, là. Donc la femme, en fait, c'est elle qui a décidé dans un peu moins de 40% des cas, un peu plus, c'est le couple, mais ça, c'est au total. Bon, disons que la période 84-96, on trouve quand même 8%, c'est le mari qui a décidé, 9% c'est le médecin, et 8% c'est le mari et le médecin. Parce que les hommes sont beaucoup plus sensibles à l'aspect économique. Hein. Ils pensent qu'ils n'ont pas les moyens d'avoir d'autres enfants. On avait fait une enquête aussi auprès des hommes et c'était ce qu'ils avaient répondu très généralement. Alors que les femmes, beaucoup plus souvent, en fait, étaient sensibles au fait que l'enfant qu'elle avait pouvait mourir, que si on veut 3 enfants, il vaut mieux en avoir 4. Il y avait ce genre de pensée. Voilà, donc le problème, c'est ça, c'est que les institutions fixent toujours des objectifs ciblés. J'ai passé. Alors, ce que vous avez vu dans les graphiques, enfin peut-être pas vu parce que c'est trop rapide, c'est qu'en fait, il y a eu un grand changement entre avant 94 et après 1994. Donc, l'imposition, c'était quand même dans 20% des cas, ce qui est énorme, avant 1994. Ça passe à 5% après. Alors, soit on se dit, bah, chic, c'est merveilleux, c'est un effet de la conférence du Caire, finalement, le discours sur les droits reproductifs, ça marche, sauf que en réalité, quand vous demandez aux médecins qu'est-ce que c'est que les droits reproductifs, ben, eux, ils ne savent pas, ils n'ont pas eu de cours là-dessus. La notion que la femme doit décider, ils n'ont pas du tout intériorisé ça, on n'en a jamais parlé pendant leur cours, etc. Donc on peut penser que c'est plus malheureusement un effet de l'élection de gouvernements droitiers et proches de la droite religieuse au Yucatan et au Mexique. Le Yucatan étant un État fédéré. Alors, en 2004, quand je suis revenue faire ma deuxième enquête, ce que j'ai vu, c'est ça avait quand même assez changé. Il y avait maintenant des programmes préventifs centralisés. Là, vous voyez, donc c'est un village, et puis il y a des petits points. Alors là, par exemple, contrôle, planification familiale. Là, ça veut dire qu'éventuellement, il y a ces endroits-là où il faut retourner voir les personnes pour leur demander comment ça se passe, pourquoi vous n'êtes pas venus, pourquoi. Donc, ils ont des petits... là, c'est de la planification familiale. Et là, vous avez les fautes en planification familiale, des gens qui ne sont pas venus chercher leur pilule ou leur... ou qui... Voilà, donc il y a tout quand même un système très, très contrôlé. Et il y a aussi des cours sur la santé reproductive qui sont faits. Alors, c'est un peu dans le cadre où on reporte finalement sur les femmes à la responsabilité. On va faire un cours sur le cancer reproductif et jamais sur le cancer de la prostate. Donc, c'était comme si il y avait les femmes qui risquaient quelque chose. Hein. Donc, si les femmes étaient fragiles, en fait, tout un discours un peu hérité de la médecine des Lumières, hein, sur la femme facilement malade. Et la solution, c'est que la femme se prenne en charge, connaisse les choses. Et pour le cancer, par exemple, pour le cancer du sein, ça va être, elles apprennent à se palper
Et du coup, voilà, si elles ont eu un cancer invasif, c'est parce qu'elles sont pas palpées, sauf que si elles se palpent en fait et qu'elles découvrent un cancer, c'est trop tard avec cette méthode-là, et qu'en plus, il n'y a pas de traitement pour les cancers. Donc, c'est tout ce nouveau discours international hein, sur la santé publique devient une espèce d'autoresponsabilité. Et les militantes qui normalement devraient être intégrées au sein de ce programme, de ces programmes de santé, en fait, malgré leur énergie, là j'aime beaucoup leur secret, leur slogan, éjaculation responsable, la valeur qui est en train de monter. Et donc, c'est un groupe qui propose notamment de l'anticonception d'urgence, qui fait aussi des avortements, en fait, sans trop le dire. Hein. Eh bien, normalement, elles doivent avoir un rôle central, puisque justement, dans la politique de santé, mais en réalité, elles ont été complètement marginalisées. Et donc, la résistance à l'emprise médicale, hein, ça va passer plutôt par le maintien d'un certain rapport avec la sage-femme traditionnelle qui a des connaissances empiriques, qui leur parle d'une façon qui leur parle. Et il y a la moitié des femmes qui continuent à se faire suivre, en fait, lorsqu'elles sont enceintes, par des sages-femmes traditionnelles et avec en même temps les médecins, puisqu'il y a une espèce d'obligation d'imposition médicale. Alors, pour arriver à la fin, je dirais qu'il y a actuellement quand même une reconnaissance juridique internationale, puisque vous le voyez dans la recommandation de la Convention pour l'élimination des discriminations envers les femmes de 2017, on reconnaît et donc la stérilisation forcée, l'avortement forcé, la grossesse forcée, la criminalisation de l'avortement, le refus ou le rapport d'un avortement sans risque et le soin après avortement, etc. Tout ça sont des formes de violence fondées sur le genre qui peuvent être assimilées à de la torture ou à un traitement cruel. Donc, il y a cette reconnaissance internationale hein, que souhaitait McKinnon. Hein. Ça a été aussi reconnu par l'OMS. Hein. Dans les objectifs de développement durable qui ont pris la suite des objectifs des millénaires pour le développement, on a mis ce qui était dans le programme d'action du Caire hein, comme objectif, mais qui n'était pas dans celui donc, de 2000-2005, assurer l'accès de tous aux soins de santé sexuelle et faire en sorte que chacun puisse exercer ses droits en matière de procréation face à l'État et au mari. Puisque, comme on l'a vu, l'État et notamment le médecin peuvent jouer un rôle assez négatif, mais c'est aussi le cas du mari. Alors, cela dit, normalement, lorsque vous avez des objectifs internationaux comme ça, l'ONU fait un programme et il y a des enquêtes qui sont menées pour voir si ils sont bien mis en œuvre. Là, alors que la conférence du Caire, c'est 1994, que les objectifs donc, de développement durable, c'est 2015, bien en fait, le service de la division de la population de l'ONU n'a fait ce rapport de suivi en demandant à tous les États s'ils ont mis tel ou tel aspect, et ils doivent faire un programme absolument complet. En fait, ils ne l'ont mis en œuvre que 2 fois, en 2019 et en 2021. Et donc, ça montre un désintérêt quand même assez important pour cette question. Et du coup, bon, c'est un peu grave. Il y a de plus une absence de réponse dans 89 pays. Là aussi, ça veut dire qu'ils ne sont pas trop été proactifs. Alors évidemment, vous allez me dire, et la France hein, la France, elle n'a pas rendu de rapport. Hein. D'ailleurs, elle a demandé l'institution qui est en charge de ce rapport, c'est l'INSEE et pas ni l'INSERM ni l'INED. C'est-à-dire que c'est des institutions qui, les droits reproductifs, c'est pas tellement leur tasse de thé. Ils n'ont pas du tout ils ne font pas d'enquête sur le sujet, etc. Et puis surtout, parce que bon, c'est bien de savoir ce que les États disent ce qu'ils font, mais c'est encore mieux de savoir comment ça se passe au niveau des
quels sont les résultats au niveau local, au niveau des populations. Là, en général, on se sert, il y a les enquêtes démographiques et de santé qui sont financées par l'USN, déjà c'est un peu mauvais signe, qui portent sur 90 pays, et il y en a 68 qui ont des données sur l'autonomie féminine par rapport au mari. Donc c'est bien, c'est très important, mais c'est seulement une jambe, quoi. Et il n'y a rien sur... Alors d'un autre côté, il y a déjà ça, parce qu'en ce qui concerne, c'est des enquêtes qui portent sur les pays en développement. Vous voyez là, tous les pays en bleu, c'est les pays qui font partie de ces enquêtes. Et donc, cette question sur l'autonomie féminine, elle n'est pas posée dans les pays européens. Il y a des grandes enquêtes qui permettraient de le savoir, les gender surveys. En fait, il n'y a que 5 pays qui ont demandé à avoir des informations sur la question par rapport au mari. Quelle est l'autonomie féminine? Et par contre, il n'y en a aucune qui demande des renseignements sur l'autonomie par rapport aux institutions et au personnel de santé. Donc, on ne peut pas savoir au niveau global où en sont les stérilisations, les avortements forcés, etc. Moi, quand j'avais fait l'enquête sur le Mexique, il y avait une seule enquête qui avait été menée au Mexique sur la question de la stérilisation forcée, alors qu'il y avait quand même une demande au niveau des associations très importante. Et le chercheur qui avait eu la mauvaise idée de mettre une question sur cette thématique a été vidé de son institution illico. Donc, il y a un véritable refus, en fait, de savoir ce que font vraiment les médecins, même les pays qui prétendent qu'ils sont tout à fait... et alors, pour terminer, ça, c'est le petit tableau qui fait peur. Alors, vous allez me dire, pourquoi est-ce qu'un tableau fait peur? C'est quelles sont les politiques gouvernementales pour influencer le niveau de fécondité de 1976 à 2019. Et là, ce qui inquiète, en fait, c'est que le nombre de pays qui pensent qu'il faut augmenter la fécondité a triplé entre 1976 et 2019. Donc, vous trouvez tous les pays comme la Turquie, l'Iran, la Chine, mais aussi, voilà, ça peut être la France maintenant. Donc, c'est pour dire que les femmes ont été soumises à des tortures procréatives avant même l'invention de la médecine. Donc, c'est quand même quelques hommes aussi. Hein. Certains groupes de femmes ont été plus, hein, et qu'ils avaient des objectifs variés, ces tortures. Hein. Et par rapport à ce que disait Catherine McKinnon, hein, je pense que ça manifeste vraiment l'absence de droits civils hein, des femmes, encore aujourd'hui, sur des... qu'on n'est pas vraiment... certes, on n'est pas... Qu'est-ce qu'il y a ? Et la non prise en compte aussi de l'humanité des femmes, mais c'est beaucoup une question de droit, voilà, droit personnel. Hein. Et c'est vrai que beaucoup de gens ne comprennent pas d'ailleurs ce que c'est que les droits civils, et c'est quand même important, c'est la base de l'individualité, de pouvoir, voilà, de la démocratie. Hein, et voilà. Ben, merci. Anne-Françoise Bender, maîtresse de conférence en sciences de gestion au CNAM. Donc, je vais vous poser une question sur la particularité du Yucatan. Enfin, est-ce que ce que vous avez observé, là, ces stérilisations forcées, enfin, très, très incitées, est-ce que c'était uniquement pour la population est-ce que c'est parce que le Yucatan avait une forte population d'origine indigène, enfin maya ou quelque chose comme ça, ou est-ce que c'était l'analyse de la surpopulation, elle était au niveau de tout le Mexique? Quelle était la justification de ça? Est-ce que c'était la pauvreté? Est-ce que c'était la santé des femmes? J'ai du mal à comprendre comment ils ont pu arriver à des politiques comme cela. Oui, ces politiques, c'est les politiques internationales hein, de l'époque qui étaient quand même qui, tout en prétendant être pour les droits des femmes et l'accès, je vais reprendre peut-être
D'ailleurs, je me retrouvais, en fait, quand je faisais mes enquêtes, je me suis retrouvée au secrétariat, auprès du secrétaire, c'est le ministre de la Santé, en train de l'interroger. Et juste, il y a eu, c'était avant des élections mexicaines, il y a eu un coup de téléphone des États-Unis. Et après, Radieux, il m'a dit, ça va, ils nous donneront tout l'argent qu'on veut, parce qu'ils avaient super peur qu'ils changent le programme dans un programme qui soit moins axé sur la limite, parce que la limite des naissances. Ben ça, c'est par rapport au discours anti-immigrants. Donc, si vous faites des enfants pauvres, vous êtes pauvres, vous faites des enfants pauvres, ils ne pourront pas s'en sortir et ils viendront nous submerger, quoi, en gros. C'est ça le discours. Hein. Donc, les États-Unis ont beaucoup financé le programme de planification familiale, mais avec en même temps toutes les incohérences du fait qu'à un moment Trump arrive, il est soutenu par les évangélistes qui veulent absolument qu'il limite là. Donc, ils peuvent après faire des espèces d'accords pour que ça... Bon, voilà. Au niveau, moi, j'ai enquêté dans cette région parce que je pensais que c'était celle où il risquait le fait d'avoir plus d'abus, parce que c'était une population maya et qu'il y avait beaucoup de services de santé. Parce que même si c'est des Mayas dans les Chiapas ou à Oaxaca, il y a beaucoup moins de services de santé, donc il y a moins de risques en fait, qui est ce... mais le discours général, c'est ça, c'est quand même le fait qu'il y a un danger démographique et que la seule solution de le résoudre, c'est d'imposer la contraception. Et d'un autre côté, lorsque vous interrogez les médecins, ce que j'ai fait, hein, les médecins, ils vont vous dire oh ben là, ces femmes, elles sont pauvres, elles sont ignorantes, donc ça ne sera pas en gros des bonnes mères, elles vont avoir des enfants qui seront pas utiles à la société, et voilà. Hein. Non, mais, bon, d'abord, merci. Alors, moi, je suis Martine Lévy, je suis une ancienne fémocrate et en même temps, en fait, militante associative. Donc, j'avais une question. Est-ce que vous avez observé ou des données sur les départements d'outre-mer français dans la ou régions, enfin, ça dépend comment on veut les appeler. Oui, les régions ou départements d'outre-mer français, parce qu'en fait, on a des caractéristiques démographiques avec beaucoup de femmes dites familles monoparentales et un certain nombre de choses. Et ça serait intéressant de voir comment, en fait, ils sont appliqués les textes. Moi, je suis assez dubitative sur la manière dont les choses se passent, mais bon. La question, c'est qu'est-ce que vous avez comme données, comme point de vue ou analyse sur l'outre-mer par rapport notamment aux nombreuses familles monoparentales. Point de vue, donc. Alors, moi, j'ai travaillé en fait sur la politique familiale outre-mer. Donc, j'ai étudié les textes de loi et tout ça. On voit que jusqu'aux années... en fait, il n'y a eu véritablement d'égalité des droits avec l'outre-mer que à partir de 2010, en gros. Auparavant, les lois étaient extrêmement discriminantes. Comment dire, ceux qui avaient accès à un emploi formel avaient accès à la planification, enfin, pardon, ou par rapport à l'allocation familiale, mais d'une façon avec des montants beaucoup plus limités, pas les mêmes choses. Il y a un exemple qui est très frappant, hein, c'est que dans l'outre-mer, alors que la mortalité infantile était plus élevée, les femmes n'avaient pas accès aux allocations pré- et postnatales, qui en France étaient supposées essayer de convaincre les femmes d'aller voir le médecin pour que leur grossesse soit mieux suivie. Donc, c'était vraiment quelque chose d'énorme et d'absolument pas, et de parfaitement injuste. Hein. Je n'ai pas bien compris, excuse-moi, ça n'est pas. C'est aux allocations pré- et postnatales. Hein. C'est des allocations qu'en métropole, tout le monde, d'ailleurs pour le coup, qu'il soit, quel que soit... tout le monde, les femmes, les hommes, tout le monde. Oui. Sauf que les allocations familiales en France étaient versées à l'homme, mais sauf que les femmes en général étaient là et c'est elles qui recevaient le facteur et donc qui reçoivent. Oui, ouais. Mais jusqu'en 70, effectivement.
Et donc, les prestations familiales étaient très différentes entre elles. C'était beaucoup moins importante, ce n'étaient pas les mêmes, bon, etc. Sauf pour les fonctionnaires qui avaient obtenu d'être mieux traités. Et ça, donc, jusque dans les années 70. Et puis après, ça s'est peu à peu un petit peu rapproché, mais parce qu'il y a eu un double mouvement. C'est-à-dire qu'en France, c'était plus du tout aussi important, la politique familiale, alors que juste après la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu une espèce de rénovation. Ouais. Ah, pardon. Bon, c'est pas... Ah, zut. Et donc, bref, ça a changé. Et maintenant, mais aussi parce que la situation a changé en métropole, où il y a beaucoup plus maintenant de familles monoparentales. Au début aussi, la politique familiale française, l'objectif, c'était quand même de conforter les couples nucléaires à avoir des enfants. Hein. Donc, et donc, comme il n'y avait pas de famille, beaucoup moins de familles nucléaires aux Antilles et à La Réunion, du coup, il y a eu aussi moins de soutien. Hein. Là, je suis un peu fatiguée, mais j'ai écrit des articles en fait là-dessus qui sont. Hein. Oui. Non, mais ça va en cause. Non. Et justement, du coup. Qu'est-ce que tu veux arrêter? Je suis pas sûre que la caméra fonctionne. Non, je veux rien arrêter du tout. Mais... J'ai rien compris, moi. Tu veux départager l'écran? Non, on veut. On peut pas? Si on peut. Attends, elle va venir. Je crois qu'il faut. Tu es sorti du truc là. Donc on sort. La caméra, Oui, je vais enlever ce truc. Mais là, il faut enregistrer. Hein. Non, mais attends, je veux dire, on apprend parce que ça fait 2 ans qu'on apprend. Oui. Ah non, mais c'est bon. Arrêtez le partage. Oui, on arrête le partage. Ouais, si tu veux. Et du coup, Oui, ben non, voilà. si elle ne remonte un pas. Non, laisse tomber. Là, on voit ça? Non, on voit le J'avais fait une partage. enquête sur la Caisse nationale des allocations familiales parce que là-bas, aux Antilles, il y avait moi je l'ai fait en Guadeloupe, il y avait beaucoup. Au début d'ailleurs, Madame Veil ne voulait pas que l'API soit versée aux familles d'outre-mer en disant ils ont un type de famille différent de chez nous et tout ça. Donc les députés d'outre-mer ont fait tout un tintouin. Et donc finalement, les familles d'outre-mer y ont eu accès, mais à un tarif très inférieur, beaucoup plus. Oui, toutes les allocations sont. Et donc, moi, j'avais fait une enquête parce qu'il y avait aussi, dans les milieux antillais, il y avait quand même pas mal de refus de ce qu'ils appelaient la femme seule, en prétendant que c'était l'État français qui voulait encourager les Antillais, qui voulait exclure les hommes de la famille en donnant de l'argent pour les femmes qui vivaient seules, notamment avec l'API, et puis ce qu'on appelait l'allocation femme seule, qui était le fait que les femmes qui avaient 2 enfants et qui ne travaillaient pas pouvaient néanmoins avoir des allocations familiales. Bref, c'était. Ouais. Moi, j'ai une question. Oui. Alors, cette question, parce que moi, j'ai eu des informations à un moment, mais c'était sur le Brésil. Enfin, on est un peu loin Je demande pas ça, c'est que c'était au moment où a été a été isolée, enfin, je sais pas comment dire, la pilule contraceptive, avant que ça soit administré aux femmes européennes. Il paraît qu'il y a eu des essais sur les femmes brésiliennes un peu pauvres. Est-ce que tu as entendu parler de ça pour les Antilles? Ça s'est beaucoup fait à Puerto Rico, c'est surtout là où ils ont essayé, comme c'était une de leurs dépendances, et donc ils ont beaucoup essayé, effectivement, hein, alors que c'était encore des dosages, tout ça qui était vraiment fort. Oui. Ouais. Donc pas aux Antilles. Non. Cette population n'a pas été ciblée comme cobaye. Très bien, c'est ma question. Bon, alors, je vous écoute. Oui. Oui, Monique. Tu vas te... Merci. Monique Dantal, donc je suis animatrice du réseau Féministe Rupture, donc j'ai une
une expérience associative de longue date dans le mouvement féministe, mais aussi, bon, j'ai travaillé pendant assez longtemps à l'université dans les études féministes et également j'ai eu une expérience institutionnelle pendant 10 ans puisque j'avais été détachée comme chargée de mission au service des droits des femmes et de l'égalité où j'ai fait faire la première étude NVF d'ailleurs dans ma fonction. Donc là, je trouve que c'était très intéressant, tout en l'ensemble de ton travail est assez intéressant, mais je le connaissais déjà puisqu'il y a quelques années, j'avais acheté tes livres et on avait eu l'occasion d'assister à des réunions où tu avais expliqué un petit peu ton travail. Mais là, j'ai trouvé très intéressant ce que tu nous as apporté sur toute la rétrospective par rapport aux enjeux du Caire, de la conférence mondiale du Caire, qui a précédé donc la conférence mondiale sur les droits des femmes de Pékin, qui a été quand même une conférence beaucoup plus importante, puisqu'elle a scellé une plateforme d'action où les États étaient obligés de mettre en œuvre des politiques publiques d'égalité sur 17 chapitres. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que dans quelques mois, dans 2 mois, il va y avoir Pékin plus 30, le bilan de justement l'évaluation de cette plateforme d'action où quelques-unes d'entre nous, on va aller. Alors, c'était intéressant parce que finalement, ce que je me rends compte avec ce que tu as dit, c'est qu'on n'a pas avancé depuis le Caire sur les questions planification, IVG, etc. C'est-à-dire que c'est vrai que je me rappelle d'ailleurs que le planning familial chaque année au moment de la conférence de la commission du statut de la femme en mars, qui était chargée chaque année de faire l'évaluation d'un des chapitres de Pékin, et ben à chaque fois, le planning familial revient à la rescousse en disant « mais attendez, l'IVG, etc., c'est pas du tout acquis nulle part. » Bon. Mais en fait, il ne le pose pas tout à fait de la manière dont tu le poses. C'est ça qui est assez intéressant, je trouve. Parce que ce qu'il pose, ou ce qu'elle pose, les copines, bien entendu, l'ensemble des groupes, qui ne sont pas seulement d'ailleurs que français, quand on va dans les conférences mondiales, elle pose la planification d'un point de vue individuel, mais elle ne le pose pas véritablement par rapport à la prise de l'État sur la décision personnelle et individuelle. Tu vois ce que tu as bien mis en évidence, toi. Et je me dis, parce qu'on est aussi engagé par rapport aux objectifs du développement durable à l'horizon de 2030, puisqu'avec l'ODD numéro 5 qui porte sur l'égalité entre les femmes et les hommes, eh ben, effectivement, il faudrait revoir ça de ce côté-là, quoi. Donc là, moi, ça m'a donné vraiment des pistes de travail et de réaction par rapport aux réunions, parce qu'on a des réunions en ce moment de préparation des ODD 2030. Il y en a régulièrement, c'est organisé par le ministère des Affaires étrangères, et pas seulement d'ailleurs. Mais enfin, il y a beaucoup d'associations qui sont très, très investies, des associations des droits de l'homme, contre la torture et tout ça. Il y a vraiment de tout, puisqu'il y a aussi beaucoup d'objectifs. Donc, est-ce que toi, tu as connaissance par rapport à tes contacts, est-ce que toi, tu as connaissance, par exemple, de travail en réseau qui se ferait entre les associations, les chercheurs et les institutionnels qui pourraient pousser ça comme lutte? Parce que le problème, c'est quand même qu'on n'est pas en 95, quoi. On a une situation où là, vraiment, on est dans un nouveau paradigme des réorientations de la composition du monde. Donc, on n'est pas du tout dans la même période. C'est encore plus difficile parce qu'on voit bien que les politiques démographiques, etc., bon, elles prennent le dessus partout. Et moi, je pense que ça va être une grosse échéance, ça va être très, très problématique. Et je crois personnellement, beaucoup plus maintenant, plutôt que de travailler seul, isolément, un petit peu chacune dans ses sphères, comment on pourrait faire en sorte de multiplier nos contacts, nos réflexions pour pouvoir voir comment agir et obtenir des choses, si on peut en obtenir, quoi. On essaiera en tout cas. Est-ce que toi, tu connais des expériences qui seraient… parce qu'en France, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Entre associations, il y arrive, mais disons des interréseaux entre… recherche associative, monde associatif et institutionnel et politique, il n'y en a pas beaucoup. Un peu sur la Méditerranée. Juste, en fait, moi, je suis aussi au Forum Femmes Méditerranée, qui est mon association de rattachement, et donc je travaille beaucoup avec les femmes de l'autre côté, du sud de la Méditerranée. Il y a en fait
un certain nombre d'actions, de réflexion et de pression, et donc on essaie, nous, d'aider quelque part. Mais il faut savoir qu'un certain nombre de financements qui étaient assurés par les États, que ce soit l'État français ou l'État espagnol, ont été supprimés et que beaucoup des initiatives sont mises en danger actuellement. Alors que normalement, il y a une Union des femmes pour la Méditerranée, c'est une institution officielle interpays sur la zone, 43 pays, qui est supposée intervenir. En pratique, c'est très difficile et c'est très compliqué. Je veux dire, on reste dans le journalisme, entre guillemets. Je t'en prie, je te remercie. Tu as quelque chose à dire ou je prends une autre question? Bon, ben parle. Bon, je ne connais pas de personnes de réseau en particulier. Moi, ce qui m'a quand même sidérée, c'est de voir que cette question sur l'évaluation des politiques sur les droits reproductifs, je pensais que ça... Enfin, j'étais tirée de voir que la France n'avait rien répondu, donc ce qui montre qu'il n'y a pas de réseau très effectif, et que l'INSEE, qui ne sait rien de particulièrement sur ce sujet-là. Donc, ce dernier travail, je l'ai fait en fait aussi pour une présentation dans le cadre des cycles de conférences sur la conférence du Caire organisée par l'INED. Et donc là, moi, je disais aux collègues de l'INED qu'il faudrait quand même qu'elles essaient de faire quelque chose. C'est elles qui devraient réussir à avoir un certain leadership sur la question et répondre elles ont plus de billes pour répondre à ces questions-là que l'INSEE. Et il y a quand même, ce qui m'a quand même frappé, c'est que donc il y a des jeunes chercheurs de l'unité genre qui sont très intéressés par ces questions. Donc il y a quand même une relève. Et j'ai participé aussi au colloque qui s'appelle la justice reproductive. Et là, il y avait beaucoup de monde qui était intervenu. Et je pense qu'il y a quand même un intérêt maintenant chez les jeunes chercheurs sur ces questions. Donc, ça devrait pouvoir se faire quand même. On devrait pouvoir réussir à faire un réseau, je ne sais pas. Mais tu es sans doute c'est plus axé sur le réseautage que moi. Mais ça m'intéresse. Anne-Françoise Binder. C'était sur la question juridique, la notion vous parliez de torture ou de droit humain dans le droit français. Enfin, je ne sais pas où on en est sur justement l'avortement. Imaginons que l'interruption de grossesse qu'un conjoint s'oppose ou exige, ça passe c'est reconnu comme quel délit? Enfin, non, justement, ce dont on parlait sur les esclaves dans les Drômes, donc ce serait reconnu comme une violence. Ça se règle en justice, ces cas-là, oui. Enfin, c'est les juges aux affaires familiales, comment ça se passe? C'est en pénal. Par exemple, une personne qui ne veut pas interrompre sa grossesse. Alors maintenant, c'est la femme qui a le droit. En fait, juridiquement, c'est la femme qui a le droit. Hein. Le droit n'est plus du tout OK. Et donc, si le conjoint s'oppose, ça se règle. Là, ce serait par violence. Oui, non. Donc, j'essaie de réfléchir. Oui, non, il n'y a plus aucun droit. On est d'accord. Il n'y a plus aucun droit, plus aucun pouvoir d'un géniteur sur une femme qui est. Oui, c'est ça. Non, je voulais être rassurée là-dessus. Je ne sais pas du tout, je ne connais pas la jurisprudence sur la question, je ne sais pas s'il y a eu des cas ou tout ça, mais justement, sur l'enquête virage sur les DOM, c'est 2018, j'avais donc traité sur la question en Guadeloupe. Il y avait quand même 10% des femmes qui disaient qu'on leur avait imposé l'avortement. Et c'était essentiellement par la famille quand elles étaient jeunes et par le mari. Donc ça dépendait. Il y avait à la fois des rapports d'enfantisme, de domination adulte, et puis de patriarcal. Hein. Donc c'était quand même assez important. Il y avait très peu de médecins qui étaient intervenus.
D'après ce que me disait, mais il n'y a pas eu de publication sur le sujet, Christelle Hamel, qui a dirigé l'enquête sur la métropole, les niveaux étaient beaucoup moins élevés en France. Sur la pression Sur la familiale pression, ou- tout ça. Et au colloque L'injustice reproductive, j'avais rencontré une doctorante qui travaille sur, qui était une ethnologue qui travaillait dans les hôpitaux et qui me disait qu'en Martinique, elle disait que c'était impressionnant parce que c'était toujours les hommes qui téléphonaient pour prendre des rendez-vous pour l'avortement et elle voyait vraiment elle avait vu. Ça, c'est un signe important. Oui, bien sûr. Hein. C'est-à-dire, elles n'ont pas le téléphone portable. Elles. En tout cas, c'était le mari qui était intéressé. Parce oui. qu'on a entendu parler de choses comme ça la semaine dernière. Oui. Je veux dire, le vol du téléphone portable qui les rend totalement plus autonomes. Quoi. Oui, ça peut. Donc, Ça peut être des ça. choses matérielles comme ça, on dit un peu petites, mais enfin bon, si elles ne disposent plus de ça. Et puis elle me racontait aussi, donc sur la pression familiale, il y avait par exemple une jeune fille qui devait faire les études de médecine et qui s'était retrouvée enceinte et toute sa famille était là pour essayer de l'obliger finalement à avorter et pour qu'elle puisse continuer ses études sans souci, sans problème. Et donc c'était impressionnant parce que là pour une fois c'était vraiment l'enquête qualitative et l'enquête quantitative qui se confortaient totalement alors que ce n'étaient pas les mêmes auteurs, quoi, enfin les mêmes autrices. Donc, quand est-ce que tu repars au Yucatan pour ça, on est avec toi? Ah oui, mais c'est à Toulouse. Il y avait eu à Haut-Lieu, j'ai parlé de la révolte du 19e siècle. Il y avait une chef maya, une femme chef maya qui était près de Toulouse. Il y avait une chef maya. Ouais. Ah bon. Ouais, c'est déjà tu me rassures. Ça, hein. Mais qui est une chef de guerre, quoi. Donc c'est pas si fréquent. Κάλιστον. Εγώ δε. Εγώ δε. Κείνο το της έρατε. Κείνο το της